le monde remercie Élise, moi aussi, c'est un plaisir de la retrouver. Comme quoi il est utile d'avoir des députés France Insoumise et NUPES. Merci à tous nos amis, Daniel en premier, et puis Jouteux qui fait un travail de longue haleine sur ces questions historiques. Et les porte-paroles aussi de la libre pensée et de la Ligue des droits de l'homme qui se sont exprimés et qui sont bien exprimés. Ce qui est confortable ou d'embarrassant de parler en dernier, c'est que beaucoup de choses ont été dites. Et bien dites. Il me revient, m'a-t-on dit, j'en suis honoré de conclure cette journée. Pourquoi? Sans doute par amitié avec Élise, et je la remercie. Mais parce que peut-être depuis quelques années, en particulier avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons considéré que certes il y a le combat politique, le combat social, je le dis dans ce moment si particulier, mais si important pour notre République sociale, qu'est la bataille sur les retraites. Tous ces combats sont fondamentaux, mais il en est un autre qui va de pair. C'est le combat culturel et idéologique, la bataille des idées. Nous devons la mener parce que républicains, parce que nos ancêtres le menaient déjà, et parce que nos adversaires le mènent aussi, avec une efficacité inquiétante. Oui, nous devons, dans le combat qui est le nôtre politique, orner notre action de moments comme nous le faisons aujourd'hui, de rites, de traditions politiques. Nous transmettons une histoire. Nous n'aurons pas l'arrogance que certains peuvent avoir, et que même certaines de nos chansons préférées peuvent dire parfois, du passé, nous ne faisons pas table rase. Parce que nous pensons que nos ancêtres ont fait des erreurs, mais ont marqué des choses lumineuses qui nous inspirent encore. Et nous pensons aussi que par une bonne connaissance de l'histoire, c'est aussi la définition même de la République qui est en question. Ah, le mot de République aujourd'hui est partout. Qui n'est pas républicain, quasiment, si on en restait au mot? La droite même s'appelle à l'Assemblée nationale les Républicains. Madame Le Pen est présentée parfois, à la différence prétendument de nous, comme étant, à la différence de son père, elle est républicaine, j'entends dire parfois. Le mot est tellement utilisé qu'il n'a plus aucune signification. La République, de quoi s'agit-il? Quelle définition de la République? Pour notre part, la République dont nous nous réclamons a une définition civique. La nation que nous défendons est une nation civique, pas une nation ethnique. Notre peuple, précisément fondé en particulier à l'occasion de la Révolution française, a envoyé un message universel à tous les hommes et les femmes de la terre. Nous voulons faire nation sur la base d'un pacte politique exprimé notamment, mais pas seulement, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et c'est la Révolution française qui exprime ça avec force, dans une des plus vieilles et plus puissantes monarchies d'Europe. Était-ce possible? À l'époque, on en doutait. Comment il est possible que dans ce vieux royaume, une grande question que beaucoup de peuples se posaient pouvait être réglée de manière aussi radicale, et que pour la première fois, des pas étaient faits vers la souveraineté du peuple et le balbutiement d'une démocratie. Il y a un enjeu à donner encore tout le sens et toute la puissance de la Révolution française. Parce que certains veulent en nier toute la signification et dire ce que dit Corbière est faux. La France n'est pas née ou ne s'est pas fondée de manière républicaine à l'occasion de la Révolution, mais c'est un vieux peuple ancien dont parfois certains me donnent même l'acte de naissance à l'occasion du baptême de Clovis. Pourquoi pas? Cette histoire existe. Je ne suis pas en train de faire de l'effacement de l'histoire. Au contraire, j'ai même entendu dire, certains utilisent un mot anglais, qu'il y aurait une cancel culture, la culture de l'effacement, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. Je ne pratique pas, et je ne crois pas qu'aussi les camarades qui ont parlé avant veuillent pratiquer la moindre culture de l'effacement, au contraire. Mais qui aujourd'hui pratique en particulier une culture de l'effacement? Si ce n'est ceux qui, avec des outils idéologiques puissants, veulent justement dévitaliser, affaiblir, voire effacer la puissance de ce qui s'est exprimé à l'occasion de la Révolution française, et ce que nous célébrons notamment aujourd'hui. Alors, puisque plein de choses ont été dites, je vais partir sur un autre sujet, ça a été évoqué, qui m'a valu avec l'ami Mathias Tavel,
actuellement député de Saint-Nazaire, mais qui habite Le Mans, vous le savez, de rédiger une tribune, cette semaine, publiée dans Le Monde, et je remercie Soin de l'avoir fait, qui réagissait à la sortie en salle, Toute liberté à art, c'est pas le sujet, d'un film financé par monsieur le vicomte Philippe de Villiers et son parc d'exposition Le Puy du Fou. Le titre est de film « 20 pour mourir » et il s'agit, sous une forme extrêmement romancée, avec des techniques un peu nouvelles, etc. Le film est médiocre, mais c'est pas le sujet. De rappeler l'importance des guerres de Vendée et du personnage dit de Charette. Il nous a semblé important de prendre la plume pour dire que ce film, allez le voir, n'allez pas le voir, faites ce que vous voulez, il ne s'agit pas de censurer, mais de comprendre qu'il était la pointe nouvelle d'une offensive idéologique, j'ai cité le Puy du Fou, qui est, après, me semble-t-il, le parc Disney, le parc d'attractions le plus visité de France chaque année, où une idéologie très claire est exprimée avec grande force de moyens, qui vise à dire qu'en fait la Révolution française ne fut qu'un grand acte de brutalité visant à rompre avec une histoire ancienne et détruire son harmonie. Et que la vérité de notre pays serait en quelque sorte essayer de renouer et de retrouver la source de l'histoire propre du pays. Et d'effacer en fait, si ce n'est effacer la Révolution française, du moins de lui donner une tonalité qui est en vérité, qui serait sa réalité, une monstruosité, une barbarie à tel point que je vois parfois dans le débat public que ce qui serait le seul objet symbolique de la Révolution française serait une guillotine et que ce qu'il faudrait plaindre, ce serait le bon roi Louis XVI, voire Marie-Antoinette, injustement condamnée à mort par la Révolution française, sans que l'on comprenne les conditions extraordinaires qui ont amené tous ces événements. La culture de l'effacement, la cancel culture, c'est eux qui la pratiquent. Et pas seulement Philippe de Villiers à travers son film. Nous avons pris la plume pour dire où est le service public dans ce travail nécessaire, parce que pour faire peuple, il faut connaître notre histoire. J'ai parfois pris à partie un homme charmant au demeurant, Stéphane Bern, qui est aujourd'hui dans le service public, depuis plus d'une quinzaine d'années, celui qui transmet l'histoire dans des émissions, là aussi, qui ont des moyens. Secret d'histoire, ça s'appelle. Secret d'histoire a, à ce jour, produit 178 émissions, que vous avez peut-être vues, avec plaisir. Sur 178 émissions, il n'y en a que 5 qui sont consacrées à des personnages liés à la Révolution française. 5! Notamment une émission sur la Marseillaise, un sur le personnage de Danton, sur les femmes en Révolution. Et fort heureusement, parce qu'on a pris la plume plusieurs fois avec Jean-Luc Mélenchon, depuis peu, je m'en félicite, le 10 mai 2021, pour la première fois, un épisode consacré à Toussaint Louverture. Je ne discute pas du sujet du contenu qui est très regrettable, mais il a fallu attendre, je crois, la 165e émission pour que, et y compris tout ce qui vous a été rapporté par mes amis précédents et Daniel, n'est pas complètement raconté, c'est plus autour du personnage de Toussaint Louverture. Je m'en félicite, mais c'est très faible. Ce que je veux illustrer par là, j'espère que vous suivez mon raisonnement, c'est qu'il y a un problème. 178 émissions d'histoire, essentiellement des rois et reines, des favorites, parfois Cléopâtre, etc. Et pourquoi si peu consacré à la Révolution française? Tout cela participe à ce que j'appelle cette culture de l'effacement. Et même d'ailleurs, quand les sujets de la Révolution française sont abordés, c'est pour présenter tous ces personnages qui sont nos héros, Maximilien Robespierre, Saint-Just, Jean-Paul Marat, Georges Danton, comme étant des brutes épaisses. Et n'expliquant finalement la Révolution française qu'à travers ces moments les plus difficiles. Oui, il y a eu une guerre civile. Oui, des troupes étrangères ont attaqué la Révolution et la République. Oui, la République s'est défendue. Oui, cela s'est passé dans des conditions brutales où le sang a coulé. Mais quel est le sens profond de tout cela? Si ce n'est que pour la première fois dans ces conditions terribles, on commençait à penser l'égalité, la justice, la souveraineté populaire, la possibilité que les hommes soient libres et égaux en droit. C'est ça qu'il faut restituer. Ne pas faire croire que tout ça s'est passé aisément. Comment un ancien régime qui a duré des siècles, qui maîtrisait toutes les puissances d'argent, y compris qui, d'un point de vue idéologique, pesait sur le peuple, pouvait d'un seul coup disparaître comme par enchantement. Ça s'est passé, bien sûr, dans des conditions terribles. Mais la marche de l'histoire était là. Des choses universelles se sont exprimées. Et même sur la violence, parlons-en, mais la violence était pratiquée sous l'Ancien Régime par les rois et reines, et les rois en particulier.
Quand j'entends dire que les armées républicaines auraient été terribles en Vendée, oui, elles l'ont été dans un moment particulier, mais elles ont utilisé les mêmes techniques militaires que les armées des rois de France avaient utilisées. Savez-vous que les armées de Louis XIV ont massacré l'Europe centrale, les massacres du Palatinat, qui ont été terribles, avec des villages brûlés, des gens enfumés, massacrés pour faire peur. C'était les pratiques d'usage. Je ne cherche pas à banaliser les moments terribles, mais il est important que l'histoire nous rappelle dans quelles conditions tout ça a eu lieu. Et au-delà de ces moments d'affrontement, le sens politique. Alors si je m'enflamme, c'est pour dire quoi? C'est qu'on doit restituer cette histoire. Et ce qu'il y a de formidable dans ce que vous faites aujourd'hui, ce que nous faisons ensemble, c'est en particulier cet épisode durant la Révolution française de l'abolition de l'esclavage. Et du rôle particulier, on l'a compris, et après tout, vive le chauvinisme local, de ce Manceau qui était René Levasseur. Médecin obstétricien, ça a été dit par Élise, qui non seulement donnait la vie et permettait la naissance d'enfants, mais a permis la naissance de cette chose fabuleuse qui était la première abolition de l'esclavage dans le monde. Je voudrais souligner ce qui a été pointé par les amis. C'est qu'effectivement les droits de l'homme sont proclamés le 26 août 1789. Mais il y a un lobby, celui des colons, le club Massiac, ça a été évoqué, qui dit en gros, on a proclamé les droits de l'homme et du citoyen, mais concernant les colonies, et en particulier ce qui était la perle des Antilles, l'île de Saint-Domingue, qui rapportait beaucoup d'argent, on ne va pas abolir l'esclavage. Ce que ça nous montre, et je crois que c'est d'actualité, c'est qu'il ne suffit pas de proclamer des droits. Encore faut-il veiller qu'ils s'appliquent vraiment. Le débat a lieu pendant 3 ans. Je crois me souvenir qu'en 1791, la question revient, et quand on évoque le fait qu'on pourra abolir l'esclavage, certains répondent, et je le dis dans une chambre de commerce, il n'y a pas de clin d'œil, mais certains disent oui, mais le commerce. Et puis les Anglais, mais d'un point de vue commercial, si on abolit l'esclavage, ça va coûter de l'argent. Et un homme se dresse, notamment, et qui dit périssent nos colonies plutôt que nos principes. C'est Maximilien Robespierre. Vous savez, la soi-disant brute, il est un des premiers, dès 1791. Pas le seul, l'abbé Grégoire, ça a été dit. Jean-Paul Marat, qui écrit des choses magnifiques contre l'abolition de l'esclavage, pour l'abolition de l'esclavage. Et le débat continue, vous l'avez compris, j'insiste. On arrive au point péniblement, parce qu'en 1792, on n'abolira pas l'esclavage, mais il est quand même décidé que les libres de couleur, c'est le nom à l'époque des métis, c'est terrible, hein, il y a une hiérarchie raciale qui existe dans toutes ces sociétés. Mais il arrive parfois que des maîtres blancs ont eu des enfants avec des femmes noires, et que même ces gens-là, qu'on appellerait aujourd'hui métis, ou on les appelait les libres de couleur, revendiquent au moins eux le fait d'avoir la possibilité d'avoir l'égalité avec les blancs. Et c'est ça que vient annoncer le personnage de Santonax qui a été mentionné tout à l'heure, et un autre, Paul Verel, qui vient dire à Saint-Domingue qu'en 1792, au moins les libres de couleur, les métis, auront l'égalité de droit avec les blancs, pas les noirs. Eh bien, les colons blancs sont tellement obtus, tellement attachés à leurs privilèges, qu'ils refusent cela. Et en quelque sorte, ils pourchassent les représentants de la Convention. Et c'est dans ce mouvement qu'après des années précédentes où déjà les Noirs, par leur propre activité, leur combat rudement réprimé, à nouveau se mettent du côté des envoyés de la Convention pour obtenir non seulement ce qui avait été décidé en 1792, mais qui amènera ce qui a été pointé tout à l'heure par Daniel, parce que je crois que c'est le 29 août 1793, ils vont aller plus loin que le mandat qui avait été donné, et dire cette fois-ci, c'est l'abolition de l'esclavage. Ce que je veux souligner ici, ça a été dit, c'est que l'abolition de l'esclavage est en quelque sorte une révolution dans la révolution. Il va falloir à tout moment, tel que c'était le cas aussi pour le peuple de Paris, le peuple de France, il faudra que les masses s'en mêlent, comme on dit dans notre jargon. Oui, parfois des droits ont été proclamés, dans une conception un petit peu bourgeoise de la part de certains. C'est déjà pas mal, hein? Mais il a fallu qu'encore, prenant en quelque sorte la déclaration au pied de la lettre, que les esclaves disent, nous on veut l'égalité, nous on veut que les hommes naissent vraiment libres et égaux en droit. Et ils l'imposeront à nouveau, rien ne leur sera donné. Pour ça, quand M. Darmanin fait un peu le malin, comme si la République avait aboli l'esclavage, bien sûr, d'un certain point de vue, mais combien il a fallu la souffrance, notamment des esclaves, et qu'il a fallu attendre 1794, 5 ans après qu'en 1789 on ait déclaré que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit,
pour obtenir les choses. Ça, c'est une leçon qui me semble encore d'actualité. Que oui, c'est un point d'appui quand des droits sont proclamés. Le droit au travail, le droit au logement, que sur nos écoles soit écrit liberté, égalité, fraternité. Mais vous savez, si vous êtes venus aujourd'hui, qu'il faut se battre pour que ce soit des réalités concrètes. Être républicain n'est pas un regard passif sur notre histoire. C'est comprendre que sans l'activité, notamment du peuple, qui se bat pour la réalisation concrète de ses droits, il arrive parfois que des bavards nous volent nos mots, mais ne mettent pas le contenu de leur signification. Il ne suffit pas de se dire républicain pour l'être vraiment. Être républicain, c'est vouloir la justice, le partage des richesses, c'est vouloir défendre un âge de départ à la retraite qui soit digne et qui donne à chacun la possibilité d'en disposer. Être républicain, ce n'est pas se payer de mots, c'est affronter parfois les injustices, l'égoïsme. Être républicain, c'est être dans la rue les 7 et 11 février prochains. Monsieur Darmanin, ceux qui manifestent ne veulent pas bordéliser le pays, ils veulent le rendre plus juste et plus républicain. Et vous n'avez rien compris à l'histoire de ce pays si vous insultez ceux qui se mobilisent. Voilà les leçons qui sont les nôtres. Aboli en 1794, le 16 pluvieux en 2, par cette délégation qui arrive. Je voudrais répéter le mot d'un homme que je trouve magnifique. Daniel Juteux l'a cité, Jean-Baptiste Belay, député, ancien esclave, né à Gorée, enfin volé avec sa mère au Sénégal, envoyé par bateau à Saint-Domingue, par la suite perruquier, et qui sera élu député, homme noir évidemment, qui sera élu député, et qui sera celui qui, au risque de sa vie, prendra le bateau, parce que ça a été évoqué, les colons blancs voulaient assassiner la délégation en chemin pour qu'elle ne puisse pas aller jusqu'à Paris. Même une fois arrivé à Paris, au mois de janvier, le temps qu'ils aillent jusqu'à la convention se présenter, des colons blancs du Club Massacre continuent à monter en coup à tel point qu'ils arrêtent un homme noir, c'est pas le bon, ils le mettent en prison, et Belay peut enfin aller à la convention et dire, montrant document, qu'il fait partie de ces députés qui ont été élus presque 5-6 mois auparavant, le temps qu'il traverse l'océan. Cet homme magnifique sera celui qui prendra la parole notamment le 4 février 1794, faisant suite à tous ces épisodes et au rôle déterminant que jouera René Levasseur. Le premier député homme noir. Je fais le vœu, et Élise a signé la même lettre, que je lui ai reproposée encore, on l'avait fait avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un tableau de Girodet, qui en 1797 a été fait, de Jean-Baptiste Belay, en tenue de député, portant une écharpe tricolore. Tableau magnifique, vous regarderez peut-être, hein, si vous faites Google par la suite en entrant à la maison. Ce tableau, actuellement, est au musée de Versailles. Si vous allez visiter Versailles, il y a un petit musée d'histoire de France qui a été fait sous la Restauration. Il est là, dans une salle que pas grand monde ne va voir. C'est la première représentation en 1797 d'un homme noir en position de pouvoir. Il est député. Il porte l'écharpe tricolore. Je pense, avec le groupe France Insoumise, que ce tableau aurait toute sa place à l'Assemblée nationale, où il n'y a aucune représentation iconographique de l'homme noir sur le mur de l'Assemblée nationale. Aucune. Rassurez-vous, Adolphe Thiers, le fusilleur de la Commune, est sur un tableau dans l'Assemblée nationale. Mais pas Jean-Baptiste Belay. Comme quoi, là aussi, hein, ce qu'il y a sur les murs, c'est pas seulement du patrimoine et de l'histoire, c'est de la politique. De la même façon, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, puisque j'évoque la prétendue cancel culture, et que certains parfois se sont indignés, que certains voulaient détruire des statues, notamment des statues qui pouvaient symboliser l'esclavage, qu'il y en a eu des statues détruites, notamment ici, au Mans, de René Levasseur, en bronze, en position magnifique, chapeau et plume, portant le sabre, dressé ici en 1911 par la municipalité républicaine, et que le régime de Vichy, à la demande des Allemands, a fait fondre, considérant qu'il fallait faire fondre les statues qui portaient de peu d'intérêt artistique et historique. Elle n'a jamais été reconstituée. On pourrait faire une bagarre locale pour dire pourquoi pas essayer de la remettre en place.
Et on a à ce moment-là détruit beaucoup de statues, et les mêmes qui s'indignent parfois que certains, dans des actions coup de poing, veulent un peu démontrer la place un peu indécente que certains personnages occupent, s'indignent peu du fait que Jean-Paul Marat, Danton, René Levasseur a été fondu sur ordre de Vichy et n'a pas été reconstitué à la Libération. Bon, j'avance dans mon propos. Il y a donc une bataille culturelle, merci d'être venu, qu'il faut mener, pour être fier de la République et de la Révolution française qui est son acte de fondation. Bien sûr, tout est en jeu après historique. Bien sûr, les historiens, les scientifiques doivent continuer à travailler. Bien sûr, ce sont des moments complexes dans lesquels il ne s'agit pas d'écouter un catéchisme dans lequel nous nous mettrions au garde à vous. Bien sûr que beaucoup de nos héros, nos ancêtres, n'ont pas été irréprochables dans certains moments. Qui le saurait? Mais le sens de tout ça est extraordinaire. Le sens de tout ça nous inspire encore. Le sens de tout ça est utile dans la période qui vient. Parce qu'en défendant la Révolution française, en défendant l'abolition, la première abolition de l'esclavage, en comprenant d'ailleurs que cette abolition de l'esclavage, c'est ce que je voulais dire, va rencontrer en 1802 le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte, par la force. Là aussi, c'est la démonstration qu'il ne suffit pas parfois que des droits soient proclamés pour qu'ils soient éternels, peuvent disparaître. Tout est tension. N'ayons pas peur du conflit. Toute société est traversée de contradictions. Certains d'entre nous appellent ça la lutte des classes. Elle existe, elle a existé, elle existera. Des contradictions sociales entre des intérêts. Et nous sommes toujours dans le camp de ceux qui cherchent à détruire les inégalités, les injustices, et qui pensent que c'est le peuple travailleur, ouvrier, employé, les plus précarisés, les malheureux. Saint-Just disait, les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. Nous serons toujours du côté des malheureux pour faire obtenir de nouveaux droits. Sur ce grésillement de micro, je conclus. Prenons un engagement, mais vous l'avez déjà dit. Chaque année, retrouvez-vous ici pour célébrer encore et toujours la figure de René Levasseur. Faites connaître son nom. Pourquoi pas interpeller France 2 et Stéphane Bern pour qu'ils consacrent une émission à René Levasseur. Il le mérite. Faites en sorte que chacun soit fier de cette histoire de la Révolution française et garde au cœur la promesse que une société meilleure est possible. Elle est à portée de main. Nous pouvons le faire. Et pourquoi pas même, nous allons le faire. Je vous remercie.